Depuis maintenant plusieurs décennies, les femmes sont perçues comme inférieures aux hommes dans la société. Nous pouvons reconnaître cette inégalité dans le monde entier et sous plusieurs formes. Cette perception a perduré et a été renforcée au fil du temps par des structures sociales et culturelles dominées par des idéologies patriarcales. Contrairement à la majorité des idéologies, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, nos ancêtres, les Homo sapiens, vivaient dans une société à transmission matrilinéaire, où seule l'ascendance maternelle était reconnue en raison de leurs croyances. Les êtres humains ne connaissaient pas le lien entre la procréation et la fécondité. En raison de cela, il n'y avait aucun lien fait entre l'homme et l'enfant, mais uniquement avec la femme qui était fécondée par la déesse mère. Elles étaient alors vues comme plus importantes que les hommes. C'est pourquoi les tâches les plus importantes étaient transmises aux femmes. C'est alors elles qui étaient chargées de traiter et redistribuer les richesses, mais également de s'assurer de la sécurité et de la survie des enfants. C'est uniquement 6000 ans avant Jésus-Christ que les communautés agricoles ont remarqué le lien entre la procréation et la fécondité en regardant les animaux. La race humaine découvre alors après plusieurs années le rôle de l'homme dans la continuité de l'espèce, prenant en quelque sorte la place du divin. Il transforme entièrement l'organisation sociale. Cette découverte met alors fin à l'âge de pierre, mais également au respect envers la femme. Les hommes se voient alors prendre le contrôle économique total, laissant uniquement les tâches de seconde nécessité dans les mains de la femme. Cela rend alors les hommes indispensables et crée le début du patriarcat défini comme une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes, à l'exclusion explicite des femmes. Depuis ce temps, même si la société a évolué dans tous les domaines possibles, dont la science, la technologie ou même l'art, une certaine idéologie reste inaltérée: le rôle de la femme. À vrai dire, c'est uniquement au début du 18e siècle que sont apparues les premières pensées contradictoires au patriarcat, avec la fameuse Mary Wollstonecraft, reconnue comme l'une des premières voix du féminisme. En raison de la domination masculine, de nombreuses voix féminines ont été ignorées par le public, souvent jugées comme inintéressantes ou sans importance. Cependant, quelques hommes ont su percevoir le génie dissimulé derrière les idées de ces femmes, leur permettant de s'approprier leurs travaux, les voler et les présenter comme leur propre réalisation, du début à la fin. Cette appropriation non seulement a permis à ces hommes de s'enrichir et de se glorifier, mais elle a également renforcé le stéréotype misogyne voyant les femmes comme moins intelligentes que les hommes. Ces actes ont contribué à renforcer une idée erronée et profondément injuste, selon laquelle les femmes n'étaient pas capables de faire d'importantes découvertes ou de jouer un rôle significatif dans les domaines scientifiques. Le Monopoly, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est l'un des jeux de société les plus populaires au monde. Mais derrière ce succès planétaire se cache une femme visionnaire que peu de gens connaissent: Elizabeth Magie. En 1904, cette inventrice américaine crée un jeu appelé The Landlord's Game, conçu pour être bien plus qu'un simple divertissement. Inspiré par les idées économiques de Henry George, qui dénonçait les inégalités liées à la spéculation foncière, Maggie souhaitait démontrer les effets néfastes des monopoles et sensibiliser les joueurs aux injustices économiques. Ce jeu, qu'elle fit breveter la même année, comportait 2 ensembles de règles. Dans la version anti-monopoliste, les richesses étaient redistribuées équitablement, tandis que dans la version monopoliste, le but était d'accumuler des propriétés et de ruiner ses adversaires. Ironiquement, c'est cette dernière variante, opposée à ces valeurs, qui inspira le Monopoly moderne. Durant les décennies suivantes, The Landlord's Game ne connut pas un énorme succès et uniquement quelques groupes y jouaient, dont des universitaires ou même des réformateurs sociaux. Cependant, tout bascula dans les années 1930, en pleine Grande Dépression, lorsque des amateurs du jeu commencèrent à en fabriquer des versions simplifiées, souvent dessinées à la main. C'est ainsi que Charles Darrow, un vendeur au chômage, découvrit une de ces adaptations. Bien qu'il y apportât quelques modifications esthétiques, comme les cases colorées et les pions en métal, il conserva l'essentiel des règles inventées par Elizabeth Magie. S'appropriant l'idée, il revendiqua le concept comme le sien et proposa son jeu à Parker Brothers, une célèbre entreprise de jeux de société. Le succès fut immédiat. Parker Brothers acheta les droits du Monopoly à Darrow, qui devint multimillionnaire. Mais pour éviter toute contestation, la société racheta également les droits du Landlord's Game à Maggie pour une somme dérisoire de 500 $. Bien qu'elle espérât que son message social trouverait une plus large audience, son nom fut pratiquement effacé de l'histoire. Aujourd'hui, le Monopoly est devenu un symbole du capitalisme, bien loin de l'objectif initial d'Elizabeth Magie,
qui souhaitait dénoncer le danger des monopoles et de la spéculation. L'histoire des chromosomes sexuels XY et de la découverte est marquée par le rôle essentiel joué par Nettie Stevens, une scientifique pionnière dont le travail a été injustement volé par un collègue masculin. Nettie Stevens, biologique américaine née en 1861, fut l'une des premières à établir que les chromosomes déterminent le sexe biologique des individus. En 1905, elle publie des recherches révolutionnaires qui démontrent que le sexe d'un organisme est déterminé par une paire spécifique de chromosomes, XX chez les femelles et XY chez les mâles. Avant ces travaux, de nombreuses théories existaient sur ce qui influençait le sexe, allant de facteurs environnementaux à l'hérédité non spécifique. Cependant, grâce à un regard méthodique et rigoureux, Stevens étudia des insectes tels que les coléoptères et observa systématiquement les chromosomes lors de la division cellulaire. C'est ainsi qu'elle identifia une différence notable dans les cellules germinales mâles. Certains spermatozoïdes portaient un chromosome plus petit, tandis que d'autres possédaient un chromosome plus grand. Ce constat l'amena à conclure que la combinaison des chromosomes transmis par les gamètes détermine le sexe de la progéniture. Malgré l'importance capitale de ces découvertes, un autre chercheur, Edmund Beecher Wilson, qui travailla à la même époque, s'attribua une partie du mérite. Bien qu'il ait également étudié les chromosomes sexuels, ses travaux étaient moins complets que ceux de Stevens. Néanmoins, en raison de son statut économique supérieur et du contexte de discrimination envers les femmes scientifiques à l'époque, Wilson fut largement crédité pour la découverte. Ainsi, les contributions majeures de Stevens furent minimisées, bien qu'elle ait fourni des preuves expérimentales solides et claires pour appuyer ses conclusions. L'histoire de la découverte du GPS, un système de navigation devenu essentiel dans le monde moderne, est également marquée par l'implication d'une femme, Radia Perlman, dont les contributions ont été rapidement oubliées. Née en 1951 aux États-Unis, Radia Perlman est une informaticienne et chercheuse dont le travail a eu un impact majeur sur la technologie que nous utilisons tous les jours. Mais son rôle a souvent été minimisé, notamment par rapport à un homme, un collègue, qui a fini par être crédité pour une invention similaire. Perlman est surtout connu pour sa contribution fondamentale au développement des protocoles de communication de réseau. En 1985, elle inventa l'algorithme Spanning Tree Protocol, qui est à la base du fonctionnement des réseaux informatiques modernes, y compris ceux qui permettent la communication pour le GPS. Pourtant, sa contribution au GPS est souvent mal comprise ou ignorée. Dans les années 1970, alors qu'elle travaillait à l'Université de Californie à San Diego, un projet de recherche secret a émergé, visant à créer un système de navigation par satellite pour le département de la défense des États-Unis. Perlman, avec ses compétences en système et en protocole de communication, a joué un rôle crucial dans le développement des premières technologies permettant la localisation précise via satellite. Cependant, malgré son travail fondamental, c'est un autre scientifique, Ivan Getting, qui est souvent crédité comme le principal inventeur du GPS. Getting a joué un rôle majeur dans la création du système de navigation par satellite dans le cadre de son travail pour la société Raytheon, mais il est largement reconnu pour ses apports à la partie de conception générale du GPS, tandis que l'algorithme que Perlman a développé pour améliorer la communication des données de positionnement a souvent été supprimé de l'histoire officielle. Bien que Perlman ait travaillé sur les aspects techniques qui ont directement amélioré la précision et la fiabilité du système, son nom ne figure pas parmi les pionniers du GPS, et ses contributions ont été largement ignorées ou attribuées à d'autres chercheurs masculins impliqués dans le projet. Cette forme de dévalorisation n'arrive pas juste dans le domaine biologique ou technologique, mais également dans le domaine de l'astrophysique. Le prodige méconnu est Cecilia Payne-Gaposchkin, une astronome d'origine britannique dont les travaux ont profondément transformé notre compréhension de la composition des étoiles. Cependant, son travail a été injustement attribué, en partie, à un homme qui s'est approprié une part du mérite. Dans les années 1920, alors qu'elle était étudiante à l'université de Harvard, Cecilia Payne a entrepris une étude révolutionnaire dans le domaine de l'astrophysique. En utilisant les données spectrales des étoiles, elle a démontré que celles-ci sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium, et non de métaux lourds comme on le croyait à cette époque. Cette analyse, publiée dans sa thèse en 1925, intitulée Stellar Atmosphere, a établi que l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Or, bien que cette conclusion ait été révolutionnaire, elle semblait trop radicale pour être acceptée à l'époque, car elle contredisait les idées reçues dominantes. Malheureusement, son travail n'a pas été immédiatement reconnu à sa juste valeur. En effet, Henry Norris Russell, un astronome américain influent, a initialement rejeté les conclusions de Payne, estimant qu'elles devaient probablement être fausses. Toutefois, quelques années plus tard, après avoir mené ses propres recherches, il a découvert que ces résultats confirmaient les travaux de Payne.
Malgré cela, Russell a publié ses résultats comme s'il en était le principal auteur, et ils ont été largement acclamés par la communauté scientifique. Cette forme de censure est une des plusieurs preuves que les femmes sont constamment mises sous silence depuis les dernières décennies et ne sont pas toujours reconnues pour leur génie visionnaire, et ce phénomène ne touche pas uniquement les figures moins médiatisées. Effectivement, même un des mathématiciens les plus connus a complètement supprimé la collaboration de sa femme dans ses recherches pour garder le crédit entier à son nom, Albert Einstein. En réalité, plusieurs historiens débattent le fait que sa première femme, du nom de Mileva Maric, une mathématicienne et physicienne talentueuse, aurait fortement aidé Einstein lors de ses nombreuses recherches, y compris sur la théorie de la relativité. Après leur séparation en 1919, en raison de la carrière croissante et exigeante de Albert, Mileva eut de grandes difficultés financières et personnelles, notamment pour élever ses 2 fils. Lors de ses dernières années de vie, elle échangea plusieurs lettres avec son ex-mari Einstein et plusieurs historiens décidèrent de les analyser, mais rares étaient ceux qui arrivaient à la même hypothèse. Tous étaient en accord que Mileva avait un rôle à jouer dans la vie intellectuelle de Einstein. Mais la vraie question était, dans quelle mesure elle avait aidé dans ses travaux physiques? En conclusion, un fil conducteur qui traverse différentes découvertes sont la sous-estimation systémique des contributions des femmes dans les domaines scientifiques et la manière dont leurs idées ont été souvent appropriées par des hommes. Que ce soit pour Elizabeth Maggie, Nettie Stevens, Radia Perlman, Cecilia Payne-Gaposchkin ou Mileva Maric, toutes ont fait des découvertes majeures, mais ont été exclues de la reconnaissance qui leur était due, souvent au profit de leurs collègues masculins. Et bien d'autres pourraient être nommés, comme Lise Meitner pour la fission nucléaire ou même Rosalind Elsie Franklin pour la structure de l'ADN. Ces histoires soulignent l'importance de rétablir la vérité et de rendre hommage à ces femmes visionnaires dont les contributions ont façonné l'histoire des sciences et de l'innovation.